Merci pour les réponses. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. On va enchaîner avec Dr Claire Andriac, qui va nous parler avec des difficultés diagnostiques thérapeutiques chez les mycobactéries atypiques. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de l'invitation. Donc, on va rester dans le domaine de la mycobactérie, mais on part cette fois-ci vers les non-tuberculeuses. Et si on peut dire un mot sur le BCG, c'est que l'arrêt de la vaccination obligatoire du BCG en France a vu l'augmentation des adénites à Mycobacterium avium des enfants de 3 à 5 ans. Donc, il y a probablement aussi d'autres effets du BCG avec des protections croisées vis-à-vis de certaines mycobactéries non tuberculeuses. Alors, on va le faire sous forme d'un petit cas clinique. On va suivre un patient. Il s'agit d'un patient de 66 ans qui est adressé en consultation pour tout chronique. Il est fumeur. Il a une cardiopathie ischémique, probablement une BPCO. Il a fait une tuberculose pulmonaire il y a 20 ans, mais on ne sait pas très bien comment il a été traité, ni combien de temps. Il a un traitement habituel avec son traitement visé cardiovasculaire et puis une association de bronchodilatateurs de longue durée d'action et de corticoïdes inhalés. Globalement, il va bien. Il tousse depuis un peu plus de 3 mois, c'est pour ça qu'il vient. Il crache pas de sang, il est essoufflé, mais ça fait très longtemps. À l'examen clinique, on n'a pas grand-chose. On lui fait son bilan, donc sur la radio, on ne voit pas bien. Sur le scanner, il a un nodule de 14 mm. Et c'est vrai que vu qu'il a ce nodule et qu'il est fumeur actif, on se dit, bon, c'est peut-être un cancer. Il a le droit à sa fibroscopie. À la fibro, il n'y a pas grand-chose. On lui fait quand même les prélèvements. La bactériologie standard est négative. Il n'y a pas de bacille acido-alcoolo-résistant au direct. La cyto est négative, les biopsies sont négatives. Et puis finalement, quelques semaines plus tard, la bactério appelle en disant « j'ai 15 colonies de Mycobacterium avium ». Alors, c'est quoi ce Mycobacterium avium ? C'est de la famille des mycobactéries. Elle est dite non tuberculeuse. Et en fait, quand on parle de non tuberculeux d'atypique, c'est surtout pour bien faire comprendre qu'on n'est pas sur un pathogène strict. Autant le complexe tuberculosis, donc Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, ce sont des pathogènes stricts de l'homme. Mycobacterium léprae, donc qui donne la lèpre également. Et après, on a une grande famille de mycobactéries qui, elles, normalement, leur réservoir, c'est l'environnement, c'est pas l'homme, ni les animaux. Et donc, ce sont des opportunistes. On en respire régulièrement sans pour autant avoir d'infection. Alors, là, on répond avium complexe, c'est-à-dire que ce n'est pas un type de mycobactérie. Là-dedans, il y a plusieurs sous-types. Et donc, ce sont des mycobactéries qui, en conditions classiques, sont de croissance lente, mais comme Mycobacterium tuberculosis, et qui poussent à 37. Alors, ces mycobactéries, comme d'ailleurs Mycobacterium tuberculosis, leur particularité, c'est qu'elles sont résistantes aux désinfectants standards, parce qu'elles ont une membrane qui est riche en lipides, qui donc est résistant finalement à tout ce qu'on veut utiliser pour faire notamment des traitements de l'eau. Et en particulier, quand on regarde, si on fait des prélèvements d'eau, on retrouve de la mycobactérie. Et si on fait des prélèvements, donc, par exemple sur le pommeau de douche, eh bien, on trouve un biofilm dans lequel il y a énormément d'ADN de mycobactéries non tuberculeuses. Donc quand vous prenez votre douche tous les matins, vous faites un aérosol de mycobactéries. Et il faut savoir qu'elles sont thermorésistantes, donc en plus vous aimez l'eau bien chaude, elles aussi, donc tout va bien. Alors, on a dit que ce sont des mycobactéries, elles sont opportunistes. En théorie, vous en faites un aérosol tous les matins, vous n'êtes pas malade. Pourquoi ? C'est pourquoi il faut absolument qu'on ait des critères pour savoir quand est-ce que ça devient pathologique et quand est-ce qu'il y a une infection. Alors ces critères, ils ont évolué avec le temps. Il n'est pas du tout sûr qu'on les maîtrise parfaitement. Ce sont des discussions d'experts. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont basés sur 2 grandes parties. On va dire une partie clinico-radiologique et une partie microbiologique. La partie clinico-radiologique, il y a des symptômes cliniques, c'est-à-dire que si votre patient il n'est pas malade, il n'a aucun symptôme, il se plaint de rien, il n'a pas de lésion au scanner, il n'a pas d'infection. Donc ça, c'est la première chose. Donc des symptômes, le problème c'est que c'est complètement aspécifique, ça peut être de la toux, des crachats, de la dyspnée, et le problème c'est que souvent ça survient, on va le revoir, sur des patients qui ont déjà une pathologie respiratoire chronique, donc qui sont symptomatiques sur le plan respiratoire, et il est difficile de dire si les symptômes du patient, ils sont liés alors à sa pathologie respiratoire de base, ou s'ils sont liés à une infection à mycobactéries. Et c'est la même chose pour le scanner, c'est-à-dire qu'on peut avoir des grosses lésions cavitaires, donc là on est tranquille, mais on peut avoir des petits micronodules, des nodules, et là c'est quand même plus compliqué. Et finalement, le point le plus important sur la partie, on va dire, radioclinique, c'est l'exclusion d'autres diagnostics plus probables que l'infection à mycobactéries non tuberculeuses. Si on pense à notre patient, c'est éliminer le cancer chez un patient tabagique actif.
Et puis on a des critères plus objectifs, c'est les critères microbiologiques, et on dit qu'il faut au moins 2 expectorations positives. Et le changement principal sur les dernières recommandations de 2020, c'est que ces 2 prélèvements doivent être au moins distants de 7 jours. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même objectif. Quand on parle tuberculose, ce qu'on veut être sûr, c'est de ne pas louper le diagnostic. Donc on va multiplier les prélèvements et on les fait de manière rapprochée, parce qu'on sait que l'expectoration est intermittente. Et si on a un positif, mon patient il a une tuberculose. Par contre, sur les mycobactéries non tuberculeuses, il faut vraiment être sûr que finalement la mycobactérie s'est installée là, et donc il faut vérifier qu'elle soit encore là dans le temps, pour ne pas aller abusivement traiter des patients qui finalement, par hasard, je tombe sur une mycobactérie, mais comme on en respire en grande quantité tous les jours, ça peut être vraiment l'effet du hasard, puisque c'est une clairance naturelle qu'on va avoir. Si c'est sur un prélèvement de fibroscopie, notamment sur un lavage, on dit qu'un seul prélèvement suffit, en sachant que les mycobactéries n'aiment pas trop le sérum physiologique. Et donc, le fait que ça pousse, ça veut dire qu'il y a probablement un inoculum un peu plus important. Et puis, si on a une biopsie pulmonaire chirurgicale qui retrouve du granulome et que dans les expectorations, on a la mycobactérie non tuberculeuse, c'est également un critère. Alors, si on revient à notre patient, il a une toux sèche, il a un symptôme clinique, mais ce n'est pas spécifique. Ça peut être le fait simplement de fumer, ça peut être une exacerbation de sa BPCO, ça peut être un cancer, il n'est pas altéré, les symptômes sont toutes modérés. Sur le plan radiologique, il a un nodule, mais ça peut tout à fait être lié à une autre infection ou à un cancer, et on a un prélèvement positif. Qu'est-ce qu'on fait ? On part sur un bilan de nodule chez un tabagique actif. Je vous ai dit, on exclut d'abord les diagnostics plus probables. Donc on lui fait un TEP scan, il fixe un peu, pas très très fort pour un cancer, mais voilà, à 2,8. Et donc on discute et en RCP on dit on fera un contrôle du scanner à 3 mois. Et puis on dit il faut quand même, on a un prélèvement positif, se donner les moyens d'en faire le diagnostic s'il y a une infection, donc au moins reprévoir des prélèvements. Alors 3 mois plus tard, le patient cliniquement il n'a pas changé, toujours pas aussi symptomatique, ce qui crache c'est de la salive, donc on n'en fait pas grand chose. On fait un scanner, alors le nodule, le radiologue nous dit qu'il fait 15 mm contre 14. Selon comment on l'a mesuré, est-ce que c'est vraiment une progression ou pas, c'est difficile. Et on fait la discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire, et là c'est très très mouvementé. Il y a les pro-chirurgie, il y a les pro-surveillance. Et finalement, il y a 2 scénarios possibles. Le premier, le chirurgien gagne. Et donc on est dans un patient qui est opéré, et on est dans un monde idéal. Alors je ne sais pas comment c'est chez vous, mais alors dans mon hôpital, c'est pas tout à fait un monde idéal, il faut se battre tous les jours pour qu'il y ait une partie qui parte en bactériaux et l'autre en anapathe et pas tout en anapathe. Donc là, c'est le monde idéal, ça part des 2 côtés, l'extempo est négative, on fait une résection atypique, l'anapathe nous retrouve du granulome, on est content, le TIL est positif et ça pousse un Mycobacterium avium. Finalement, mon patient, il a une infection à Mycobacterium avium. Alors qu'est-ce qu'on fait ? J'ai une diagnostic prouvé, j'avais des symptômes, de la radio, j'ai un granulome, j'ai des prélèvements positifs. Par contre, j'ai plus de cible, on a tout enlevé. Et pour l'instant, autant ce serait une tuberculose, on dirait qu'il faut traiter pour être sûr qu'il ne reste pas un seul bacille, autant sur les mycobactéries non tuberculeuses, il n'y a pas de preuve que ça apporte quoi que ce soit en termes d'efficacité et de limitation du risque de rechute. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est que ça apporte des effets secondaires. Donc, 2 principes, on dit s'il n'y a plus de cible, on ne traite pas et on surveille. On était chez un patient a priori BPCO. Est-ce que c'est un facteur de risque ? Est-ce que c'est plus fréquent que chez les autres ? Alors pour répondre à la question, je vous ai mis 2 études. Une première étude donc au Danemark, cas contrôle, et on regardait entre les cas et les contrôles, et on avait très clairement, vous voyez, un odds ratio qui est à 15,7. C'est-à-dire que, grosso modo, vu que c'est une grosse population, on a 15 à 16 fois plus de risque d'avoir une infection à mycobactéries non tuberculeuses quand on a une BPCO. Est-ce qu'on estime correctement ce risque ? On parlait de tuberculose, on disait que c'était sous-estimé. Les mycobactéries non tuberculeuses, je pense que c'est encore pire. Et donc ça, c'est une étude anglo-saxonne. 142 patients, et les patients donc, sont adressés au chirurgien pour une réduction de volume pour de l'emphysème. Ils ne sont pas du tout étiquetés infection à mycobactéries. Ils se sont amusés à envoyer systématiquement en anapathe et en bactériaux les prélèvements. Et là-dessus, ils ont trouvé 10% de lésions histologiques avec du granulome et de la nécrose caséeuse, avec du TIL positif, et la moitié d'entre eux va pousser à mycobactéries non tuberculeuses. Et donc on a finalement 10% de patients sur lesquels c'était absolument pas suspecté, mais on a une vraie atteinte parenchémateuse parce qu'on a du granulome, avec une culture positive. Alors quand on regarde qui c'est, eh bien on s'aperçoit que ce sont ceux qui ont le plus d'exacerbations à l'année. Il y a 5 versus 2. Donc quand on se dit, tiens, mon patient devient exacerbateur fréquent, avant de se dire, je vais lui mettre des corticoïdes inhalés, je vais lui mettre des macrolides en monothérapie,
peut-être se dire, je vais vérifier qu'il n'a pas une infection à mycobactéries non tuberculeuses. Et c'était également les plus sévères. Hein. Vous voyez ici un VMS à 25% et la DLCO la plus basse. Donc ils sont plus graves, ils sont plus exacerbateurs, et donc probablement que la BPCO c'est un vrai facteur de risque et qu'on sous-estime la prévalence des infections mycobactéries non tuberculeuses. Et puis il faut se poser la question, est-ce que ça aggrave les choses? A priori oui, dans les études il y a une aggravation de la BPCO, enfin en tout cas du déclin du VMS chez les patients qui ont BPCO avec une mycobactérie. Et on s'est posé les questions, par rapport au fameux traitement de la BPCO, est-ce on donne des risques? Et si on revient sur les études, au Danemark, eh bien, alors je vais vous faire un résumé rapide avec cette diapo. Eh bien, dans l'étude, dans la BPCO, donc, on augmente le risque d'infection à mycobactéries. Si on a déjà eu des corticoïdes inhalés, eh bien, le risque il est encore plus important. Et on voit pour les patients qui ont une initiation actuelle, on a notre ratio à 29. Donc, clairement, la corticothérapie augmente et on peut croire à ce lien de causalité parce que le risque apparaît dose dépendant. Vous voyez, moins de 800 microgrammes, eh bien on est à notre ratio à 22 et on passe à 47, à plus de 800 microgrammes par jour. En sachant, je vous rappelle que normalement, la corticothérapie inhalée chez le BPCO, on est plutôt sur des faibles doses et il n'y a pas d'intérêt à l'escalade des doses, contrairement à l'asthme. Et puis c'est un risque qui semble être molécule dépendant et qui est 2 fois plus important avec la fluticasone qu'avec le budesonide. Alors, on peut se poser la question pourquoi il y a une différence entre ces corticoïdes inhalés. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir la vraie réponse, en tout cas, il y a des hypothèses. L'une des hypothèses, c'est que la clairance des corticoïdes inhalés n'est pas la même, ils ont des demi-vies différentes. Et finalement, l'exposition au fluticasone dans les poumons est bien plus longue que celle à la budesonide, puisqu'on est, vous voyez, 4,6 heures de demi-vie pour le budesonide contre 7,7 heures. Et il a été montré dans la littérature. Voilà, quand on regarde, c'est qu'il y a clairement des effets en plus systémiques de ces corticoïdes inhalés. Ce n'est pas parce que c'est inhalé que même ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal, c'est faux. Et quand on regarde ici, s'intéresser donc à la suppression dans cortisolide, donc qui regardait le cortisol de 8 heures, et les effets de la corticothérapie orale et inhalée. Et en fait, quand vous regardez, vous vous apercevez que le risque est identique pour la fluticasone à 1000 microgrammes que pour 10 mg de prénisolone. Donc, ce n'est pas vrai de se dire, si c'est inhalé, même si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de mal, c'est faux. On a un risque infectieux et qui a bien été démontré, notamment en termes de risque de pneumopathie. Deuxième scénario, on va à notre petit patient, ce sont les pro-surveillances qui gagnent. Donc, on le réévalue à 6 mois. Et alors, cliniquement, là, il va moins bien. Il tousse plus, il crache plus, il a déjà un peu de poids. Et donc, on lui fait scanner, CBC et fibro. Alors déjà, rien que sur la radio, alors c'est pas de bonne qualité, mais on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui a s'aggravé là. Ce qu'on confirme sur le scanner, parce que vous voyez, il y a plusieurs nodules. Et puis, donc, sur les prélèvements, cette fois-ci, il crache avec de bonne qualité, il crache plus. On a du bar au direct, et la fibro également, on retrouve du bar à l'examen direct. Alors quand même, il avait avancé en tuberculose, donc avant tout, on va éliminer une tuberculose. Donc on va lui faire de la biologie moléculaire, un gène expert. Il n'y a pas de Mycobacterium tuberculosis. On fait la culture, on confirme Mycobacterium avium. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez ce patient? Est-ce qu'on traite? Je vous ai dit, le fait d'isoler, ce n'est pas forcément une infection. Et le fait d'avoir une infection, les critères, il n'y a pas forcément de traitement. Il y a vraiment une balance à faire entre je sous-traite et je laisse progresser une maladie qui va potentiellement détruire mon poumon, ou je surtraite et j'expose mon patient à une toxicité médicamenteuse. Alors, notre patient à nous, clairement, là, il est devenu symptomatique, il a aggravé son scanner. On a quand même beaucoup d'arguments pour lui proposer un traitement. Alors, quand on choisit de traiter, ce n'est pas non plus très simple. Donc, le diagnostic n'est pas simple, le traitement non plus. C'est au moins 3 antibiotiques. Souvent, il y a une molécule clé. La durée, alors c'est une opinion d'expert, il n'y a aucune étude qui va comparer 12 versus 18 versus 6 mois après négativation. Les experts ont considéré qu'a priori, 1 an après négativation, il n'y avait pas trop de rechute. En tout cas, ça veut dire qu'il va falloir vérifier que notre patient est négatif ces prélèvements. Alors, est-ce qu'il faut faire un antibiogramme? Ça va dépendre des molécules, ça va dépendre des mycobactéries. Pour Mycobacterium avium complexe, on sait qu'on a une corrélation entre nos données in vitro sur macrolides et aminosides et l'évolution in vivo. Donc là, c'est intéressant, notamment si mon patient a eu des macrolides avant, de lui faire une recherche avec une CMI et une recherche de gènes de résistance. Pour Mycobacterium kansasi, la corrélation, c'est avec la rifampicine, donc c'est exactement le même principe, le reste n'a pas forcément d'intérêt.
Pour Mycobacterium xenopii, on ne sait pas très bien faire. Donc l'antibiogramme en première intention n'est pas à faire. Et pour Mycobacterium abscessus, on le fait. Et ce d'autant plus qu'on a vraiment c'est une des mycobactéries la plus compliquée donc, à traiter. Donc on va rechercher des résistances notamment inductibles aux macrolides. Et on fait la CMI sur oxazolidinone, clofazimine, imipémène et tigécycline. En termes de mycobactéries, c'est dans le monde Mycobacterium avium complexe qui est retrouvé en premier. Ensuite, on va retrouver du xenopii, du kansasi, de l'abscessus. Et là, il y a des variations géographiques. Donc, d'un pays à l'autre, on peut avoir des modifications. Mais pour la majorité des pays au monde, c'est avium en premier. Alors, faut-il mettre des antibiotiques? C'était la question tout à l'heure. Tous les patients n'ont pas une maladie évolutive. Et sur une étude taïwanaise, il y avait un peu plus de la moitié qui avait une progression de la maladie si on ne traitait pas. Et qui c'était? C'était des patients plutôt qui avaient un direct positif, des lésions excavées, une forme radiologique extensive. Et il y avait quand même, parmi les patients, des patients qui avaient une négativation spontanée. C'était les patients les plus jeunes, qui n'avaient pas de barre à l'examen direct, et globalement qui n'étaient pas dénutris. Donc il y a vraiment des patients pour lesquels il n'y a pas forcément d'intérêt. Et j'ai remis à côté, alors c'est pas forcément les bonnes méthodes de kiné, mais qu'il faut penser à la kinésithérapie, notamment pour les formes dites bronchectasiantes, les patients qui ont des dilatations des bronches et de la mycobactérie. Le problème, il est mécanique. Et si le problème est mécanique parce qu'il y a un mauvais drainage, eh bien, il faut drainer ces patients. Puisque de toute façon, les dilatations des bronches vont rester. L'exposition aux mycobactéries, on ne va pas leur dire d'arrêter de prendre des douches, va rester. Donc, le mieux, c'est de faire le bon drainage. Alors, Mycobacterium avium complexe. La molécule clé, ce sont les macrolides. On a, en termes entre clarithromycine et azithromycine, on a que des données chez le patient VIH avec infection disséminée. Il n'y a pas de données pour le moment sur l'infection pulmonaire. La tolérance semble meilleure pour l'azithromycine et on essaie de répondre à la question sur une étude qui est en cours en France comparant azithromycine et clarithromycine. Dans les recommandations actuelles, elles apparaissent toutes les deux. Les Américains préfèrent l'azithromycine parce que tout simplement c'est moins cher. L'amicacine, uniquement sur les formes sévères en début de traitement, donc très extensive et très cavitaire. La question également quotidien ou intermittent. Si vous avez une forme cavitaire, clairement c'est du quotidien. L'intermittent, c'est quand même un haut risque de faire émerger une résistance aux macrolides, et ça c'est quand même très très embêtant. Et puis pour la durée, on reste à 12 mois après négativation des prélèvements, et on sait en tout cas que moins de 1 an, clairement, on a un risque de rechute qui est important. Donc grosso modo, il faut retenir que c'est des macrolides au sein d'une multithérapie, plutôt rifampicine et ethambutol, avec des aminosides si la forme est sévère au départ, plutôt un traitement quotidien et pendant 1 an après négativation des prélèvements. Quid de l'amicacine nébulisée? Donc il y a eu une grosse étude sur l'amicacine liposomale nébulisée, l'amicacine classique injectable nébulisée, il y a eu quelques séries de cas. Le problème, c'est que c'est difficile d'en tirer des résultats parce que chacun fait sa posologie avec une durée de nébulisation variée. Donc là, c'est une amicacine un peu modifiée, liposomale, donc qui pénètre plus au niveau notamment des macrophages et qui a montré une certaine efficacité sur des patients réfractaires, donc qui sont toujours positifs après 6 mois de traitement. Et au jour d'aujourd'hui, elle est recommandée uniquement en 2e ligne en cas d'échec. Pour l'infection Mycobacterium kansasii, la question qui s'est posée, c'est isoniazide ou macrolide. Il n'y a aucune étude comparative. Il y a 2 petites études qui montrent que la clarithromycine peut marcher à la place de l'isoniazide. Néanmoins, on reste sur le traitement qui marche depuis plus de 25 ans, c'est-à-dire isoniazide, rifampicine et ethambutol. Les aminosides, c'est exactement comme pour MAC. Il n'y a pas d'étude comparative. On peut les utiliser au départ en cas de forme sévère, l'objectif étant de diminuer plus rapidement l'inoculum. Pour ce qui est des fluoroquinolones, il n'y a pas, ou même du traitement intermittent, il n'y a pas de données, donc ce n'est pas recommandé au jour d'aujourd'hui. Il faut garder en tête que Mycobacterium kansasii, c'est la plus facile des mycobactéries non tuberculeuses à traiter, parce que c'est un tuberculosis-like, que ce soit en termes de présentation clinique, antigénique, c'est-à-dire que tout ce qui va être quantiférant, c'est positif, mais aussi de prise en charge thérapeutique, c'est-à-dire que c'est sensible à une trithérapie antituberculeuse, ce qui n'est pas le cas des autres. Même question, intermittent au quotidien, et bien là encore, pour éviter l'émergence de mutorésistants, on est plutôt sur un traitement quotidien, avec un taux d'échec clairement augmenté dans le traitement intermittent. La durelle, c'est la seule mycobactérie, et c'est probablement parce qu'elle est tuberculosis-like, non tuberculeuse, pour lequel on arrivait à un traitement de 1 an, et qu'on ne parle plus de durée après négativation.
Ça n'empêche qu'il faut vérifier quand même que vos patients ont négative en cours de traitement. Pour Xénopie, la question s'est posée, est-ce qu'on met plutôt une quinolone ou des macrolides? On a fait une étude en France qui va être bientôt publiée, qui ne montre pas de différence. Donc vous pouvez choisir l'un comme l'autre, et surtout pouvoir passer de l'un à l'autre en cas de problème de tolérance. Alors 3 ou 4 antibiotiques, ça c'est en référence à nos amis anglais qui proposent 4 antibiotiques. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de données qui nous permettent de dire que 4 fait mieux que 3, et ils tirent ça de données rétrospectives sur lesquelles clairement on ne peut pas conclure. Et je suis bien placée pour le savoir puisque je l'ai conduite et je ne vois pas comment on peut conclure sur cette étude que 4 antibiotiques est supérieur à 3. En tout cas, il en faut au moins 3. Amikacine, c'est la même chose. On sait que l'amicacine a une efficacité sur modèle murin. C'est probablement l'antibiotique qui marche le mieux. Mais au vu de la toxicité, ce n'est proposé qu'en début de traitement sur les formes sévères. Et on va essayer d'évaluer l'amicacine nébulisée en termes d'efficacité sur ces mycobactéries, puisque là, on aurait moins le problème de toxicité. En termes de durée, on n'a pas plus de données disponibles que pour les autres, et on reste sur 1 an après négativation des prélèvements. Donc globalement, on reste sur moxifloxacine ou clarithromycine, avec rifampicine et thimbutol, plus ou moins des aminosides en début de traitement sur les formes sévères, au moins 12 mois après négativation. Pour abscessus, c'est encore plus compliqué. Donc la première question, faut-il mettre des macrolides? C'est quand même un traitement péros et facile. Eh bien, le problème d'abscessus, c'est que vous avez des formes sensibles et des formes qui ont une résistance inductible. C'est-à-dire qu'il va falloir garder les prélèvements, faire un antibiogramme qu'on va lire à plusieurs reprises pour être sûr que la forme reste sensible, parce qu'elle peut paraître sensible au départ, mais si on laisse le temps, au contact du macrolide, le germe va devenir résistant. Et donc, dans le complexe abscessus, on a des formes qui sont malheureusement souvent résistantes et des formes qui sont toujours sensibles. Pour les formes sensibles, le macrolide est très efficace. Pour les formes résistantes, on peut le mettre, mais pour ses propriétés anti-inflammatoires et non à visée antibiotique. Il faut bien sûr plusieurs antibiotiques, au moins 3 si votre souche elle est sensible au macrolide, au moins 4 si elle est résistante au macrolide. Alors on a plein de choses, on a des molécules intraveineuses, des molécules péros, on n'est pas bon, il n'y a aucun essai clinique, donc il n'y a aucune évidence-based médecine, on fait ce qu'on peut, on part du principe qu'on fait une phase initiale un peu d'attaque, donc avec des traitements intraveineux, puis une phase de consolidation d'une durée indéterminée, ensuite pour essayer de guérir ces patients, mais très clairement on ne les guérit pas, et ce sont vraiment des patients en général qui ont des terrains très particuliers. Dans les recommandations, vous verrez, c'est bien fait en fonction du fait que vous avez une souche sensible ou une souche résistante. On vous dit à quoi vous avez, quelles sont les drogues que vous pouvez utiliser dans la phase initiale et dans la phase de consolidation. Bien entendu, il faut s'aider de l'antibiogramme. Alors tout ça, c'est bien. On va passer très rapidement, mais juste pour vous dire que globalement, c'est pas facile de faire le diagnostic, et quand on fait le diagnostic, c'est pas toujours une super nouvelle pour le patient, parce qu'en termes de tolérance, c'est pas terrible, et même en termes d'efficacité non plus. Alors il y a de la recherche, on parlait tout à l'heure de la bêta-chyline, pour l'instant pour les mycobactéries non tuberculeuses, c'est quand même pas terrible. Les données in vitro, des CMI relativement basses, les données in vivo qu'on a, c'est limité. Vous voyez, c'est une série de 10 patients qui ont les moyens d'acheter la bêta-chyline, donc il y a des gros biais de sélection, et vous voyez, les résultats sont quand même pas terrible, puisqu'on a que la moitié qui va négativer ces prélèvements, au moins une culture, mais pas tout. Donc bon, c'est probablement pas le meilleur espoir. La tigecycline, c'est un traitement par voie intraveineux. Ça marche plutôt bien. Le problème, c'est que c'est extrêmement mal toléré. Et la plupart des cas, il y a un échec par arrêt précoce sur une tolérance digestive qui est vraiment très mauvaise. La clofazimine, on en parlait tout à l'heure, donc antiléprosique. Les données in vitro et chez l'animal sont plutôt très encourageantes. Les données in vivo, on n'en a pas beaucoup. On attend une étude néerlandaise qui évalue la clofazimine versus la rifampicine avec la clarithromycine et l'éthambutol dans les traitements AMAC, puisqu'on sait que la rifampicine, son principal problème, c'est l'induction enzymatique. Donc il y a probablement un intérêt de cette clofazimine, mais on manque de données. Le tédizolide, on va passer très vite, qui pourra en tout cas être plus efficace que le linésolide, donc qui est une possibilité thérapeutique. Et puis l'avenir, c'est probablement les traitements inhalés.
On l'a vu avec l'amicacine, mais on a également des études, alors que c'est au niveau de la souris, on n'est pas encore chez l'homme, mais de tigecycline nébulisée, de clofazimine nébulisée, donc peut-être qui permettra de diminuer les effets secondaires. Donc pour conclure, le diagnostic est difficile, le traitement également. Pour MAC, c'est un macrolide, clarithromycine ou azithromycine avec rifampicine et ethambutol, plus ou moins un aminoside si la forme est sévère initialement. Pour Xenopy, c'est macrolide ou quinolone plus rifampicine et ethambutol. Pour Kansas-City, c'est isoniazide ou clarithromycine avec rifampicine et ethambutol. Et pour abscessus, on fait ce qu'on peut avec une phase d'attaque comprenant de l'IV et du péros, et une phase d'entretien avec du péros et souvent du nébulisé. Et on a vraiment besoin de l'antibiogramme. Sauf pour Kansas-City, la durée, c'est au moins 12 mois après négativation. N'oubliez pas la kinésithérapie, le drainage bronchique, il est fondamental. Et puis on espère beaucoup du futur. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur les infections à mycobactéries non tuberculeuses. Je vous remercie en espérant qu'on ait dans le futur plus d'évidence-based médecine que d'opinions d'experts.